Cette gravure datant du XIXe siècle et intitulée San Piero, condamnant Vanina, nous éclaire d'ores et déjà sur son propos. Au centre se trouve le couple San Piero Corso et sa jeune épouse de 33 ans, alors Vanina d'Ornano. Le colonel corse au service du roi de France Henri II, après avoir servi François Ier. À l'époque qui nous concerne, en 1563, la régence est assurée par la reine-mère Catherine de Médicis, Henri II étant mort en 1559. À cette période, San Piero est gouverneur d'Aix-en-Provence au service du royaume de France et émissaire auprès de Soleiman le Magnifique en Turquie. Il se tient debout, en armure et son bras gauche est levé comme pour conclure la sentence. Notre regard est porté vers un siège sur lequel se trouve une tour dessinée. Celle-ci est tirée du blason de la famille de son épouse d'Ornano, qui était de gueule à la tour d'or soutenue de 2 lions d'eux-mêmes. Seule la tour est donc représentée, et les 2 lions la soutenant ont été exclus de la gravure. En arrière-plan, à l'embrasure de la porte, se trouvent 2 Ottomans regardant la scène avec effroi. Nous préciserons leur présence dans le commentaire qui suit. Les personnages principaux et centrés sont le colonel San Piero Corso et sa femme Vanina d'Ornano. San Piero, héros national corse, ayant lutté contre Gênes à la fin de sa vie, est né le 23 mai 1498 à Bastelica, et mort le 17 janvier 1567 aux environs d'Ecicasuarella, en Corse. Condottiere, il a fait une grande partie de sa carrière au service de la France, notamment lors de l'expédition française en Corse de 1553. Il fait partie, avec Pascal Paoli, des plus célèbres et actuellement considérés par le nationalisme corse comme son plus ancien représentant, en tant que commandant contre la domination génoise sur l'île. Issu d'un lignage paternel de notables corses, roturiers mais assez puissants localement, il est le fils de Giulielmo di Bastelica, dont les ancêtres sont connus jusqu'à son arrière-grand-père, Marcantonio, vers 1400, et d'une mère d'une petite noblesse, Cinarchese d'Abruzzi, et lui-même de statut roturier. Il a un frère, Filippo, et 2 sœurs. Si son père Giulielmo a toujours vécu à Bastelica, 2 oncles de San Piero sont devenus officiers, Giacomo à Gênes et Tristano à Florence. San Piero commence donc sa carrière militaire à 14 ans. Il entre alors au service de Ludovico di Medici, celui que l'on surnomme Jean aux bandes noires. San Piero participe à la campagne de 1516 contre les Orsini, sous les ordres de son oncle Tristan, et en 1516-1517 contre le duché d'Urbino. À partir de 1519, le pape est allié à Charles Quint. En 1521, la condotta de Ludovico de Medici est aux côtés des troupes impériales pour la reprise de Milan aux Français. Jean de Médicis meurt alors au combat en 1526. Il rentre alors au service du pape Clément VII. À la mort du pontife en 1534, fidèle à ses idéaux pro-français anti-Charles Quint, il rencontre et se lie d'amitié avec le cardinal Jean du Bellay, ambassadeur de France à Rome, et sa destinée est désormais attachée à la maison de France. Il se couvre de gloire dans les armées de François Ier, se bat aux côtés de Bayard et reçoit en 1547 le grade de colonel commandant l'ensemble des bandes corses au service de François Ier. Il s'est notamment illustré au siège de Fossano en 1536 et de Perpignan en 1542. Comme le veut l'usage à l'époque, il reçoit le nom de Corso, qui indique son origine et qui lui est resté attaché. Il tire de ses talents militaires et de sa bravoure au combat une importante richesse. En 1547, il devient colonel des troupes corses au service du roi. À la mort de François Ier et la conspiration de Fiesque, la même date, 1547, il retourne à Rome afin de solliciter le commandement des troupes pontificales. On lui refusa. Il retourna alors à Bastia. Là, les Génois, leur gouverneur, mécontent de ses services à la France et de ses relations avec les Fieschi, l'emprisonnent dans la citadelle. Henri II de France le fait libérer en 1551. Les vues de la France sur la Corse sont stratégiques. Celle-ci relève alors de la République de Gênes, alliée à l'Espagne, grande ennemie de la France. C'est la raison pour laquelle Henri II décide d'apporter son aide à San Piero pour une première expédition en Corse. En 1553, à la tête d'une escadre franco-turque, San Piero débarque dans l'île et parvient à soulever l'étendard de la révolte. Avec ses alliés, les Ornano, famille de son épouse, il rallie à lui le peuple, les familles des caporali et les seigneurs. Il remporte quelques succès sur les Génois, commandés par l'amiral Andrea Doria, mais cette guerre tourne court car la France est préoccupée par le rapprochement entre l'Angleterre et l'Espagne. La Corse reste alors possession française durant 4 années, administrée par le général Giordano Orsini. La défaite française de Saint-Quentin en 1557 et la signature du traité du Cateau-Cambrésis en 1559 entraînent le retour de la Corse sous la domination de Gênes. Lors de la signature du traité, les émissaires français tentent bien de conserver l'île à la couronne, mais ils doivent y renoncer pour conserver Calais, Metz, Toul et Verdun. Finalement, l'histoire se répète. Ils auront leur revanche en 1769, mais c'est une autre histoire.
Henri II étant mort en juillet 1559, le pouvoir en France est exercé par la reine-mère Catherine de Médicis. Du point de vue des relations internationales, la France renonce à entretenir une flotte conséquente en Méditerranée et ne peut plus agir officiellement en Corse contre la République de Gênes. Gouverneur d'Aix-en-Provence en 1560, Sampiero Corso est ensuite nommé ambassadeur extraordinaire à Constantinople, laissant son épouse et ses enfants dans la demeure familiale de Marseille. Il donna alors à Vanina l'autorisation de gérer ses biens pour lui. En 1545, il épousa donc une jeune noble de Lie, Vanina d'Ornano, âgée de 15 ans, dont il aura entre autres Alphonse. Lors de son absence à Constantinople, la République de Gênes, ennemie de Sampiero, en profite. Elle gagne à sa cause l'abbé Michel-Ange Ambrone, précepteur des enfants de Sampiero, qui persuade Vanina de venir à Gênes afin d'obtenir la restitution des biens de Ornano confisqués par la République contre sa soumission au Sénat. Les raisons pour lesquelles Vanina accepte de se rendre à Gênes sont obscures. On dit qu'elle espérait négocier à Gênes la grâce de son mari, dont la tête a été mise à prix. On a également suggéré le désir d'échapper à son époux et accusé de sa conduite légère. Ayant pris sa décision, elle règle alors ses affaires matérielles, en pendant tout ce qu'elle peut et vendant tout ce qu'elle laisse. Ainsi, elle vend donc les biens du foyer pour 12 000 livres, puis s'embarque pour Gênes avec son fils cadet Antoine, l'abbé Ambrone et quelques serviteurs. Sampiero était instruit de cette trahison. Il révoque la procuration donnée à Vanina et ordonne que se lance à sa poursuite. Celle-ci est rattrapée dans la baie d'Antibes et enfermée dans le château d'Antibes. Transférée à Marseille puis à Aix, elle embarrasse le Parlement d'Aix qui n'ose ni prolonger une détention qui lui semble arbitraire, ni en y mettant un terme au risque de mécontenter un colonel au service du roi de France. Il adopte alors un compromis par lequel il lui rend l'administration de ses biens, mais lui interdit de quitter la ville. Ce délai permet à Sampiero de revenir. Arrivé à Aix, il demande au Parlement qu'on lui rende son épouse, demande qui est accordée contre la promesse de ne pas la maltraiter et avec le consentement de celle-ci. Le couple revient alors à Marseille. Sampiero lui fait rédiger son testament. Il recouvre alors l'intégralité de ses biens qui lui permettront de financer l'expédition qu'il projette en Corse, puis il l'étrangle. Il lui aurait déclaré que la faute qu'il avait commise mérite la mort et de se préparer à mourir. Sans se plaindre, Vanina lui aurait demandé comme seule grâce la consolation d'expirer par les mains de son mari, et non pas par celle d'esclaves turcs comme en avait été l'intention de Sampiero, ce qui explique la présence des deux Turcs dans la gravure. Celui-ci, le chapeau à la main, lui aurait demandé pardon et agenouillé. Après l'avoir embrassé, il lui aurait passé un linge autour du cou avant de l'étrangler. Peu d'historiens diront qu'après le meurtre de Vanina, Sampiero a tué 2 jeunes filles de sa suite qu'il tient pour complices coupables ou pour des témoins gênants. Sampiero fait ensuite ensevelir sa femme en grande pompe et prend le deuil. Le Parlement d'Aix n'ose sévir, et la cour accueille froidement la nouvelle. La famille d'Ornano offre alors 2000 ducats d'or à qui ramènerait la tête du colonel et Gênes 4000. Nous étions en 1563. Bien que cette tragédie soit digne d'une pièce de Shakespeare, elle nous éclaire cependant sur les tenants et aboutissants de la politique de cette époque. La mort de Vanina d'Ornano se comprend dans un contexte plus global. Il s'agissait de lutte entre certaines des plus grandes puissances européennes, l'Espagne, la France et les républiques italiennes. Chacune voyait en la Corse un lieu stratégique important pour pouvoir toucher les adversaires respectifs. Il s'avère que Vanina, dans les esprits de l'époque, avait commis une trahison, en espérant chercher l'aide d'une puissance étrangère en lutte avec la France et alliée de l'Espagne. Il faut aussi considérer que les intérêts de Sampiero, à la fin de sa vie, étaient la libération de la Corse de la République de Gênes. Que sa femme puisse négocier avec l'ennemi fut perçu comme un acte de haute trahison. Catherine de Médicis, même si outrée par cet assassinat, comprit bien les enjeux de cet acte. En effet, en 1564, la reine-mère lui confia la tête d'une nouvelle expédition en Corse. C'est là qu'il tombe le 17 janvier 1567 à Echika-Soirel, dans une embuscade organisée par des mercenaires corses au service de Gênes, parmi lesquels 3 cousins de sa femme. Tué, sa tête est exposée par les Génois à Ajaccio. Son fils Alphonse reprend à sa mort le nom de sa mère pour se nommer Alphonse d'Ornano. Il deviendra maréchal de France. Ce drame a fait l'objet d'un opéra de Henri Tomasi, Sampiero Corso, créé en 1956.